Antoine Renard, nous voici réunis pour les questions d'actualité européenne. Le rapport Estrela, dont beaucoup de nos lecteurs avaient entendu parler, semblait aux oubliettes de l'histoire, et pourtant il revient dans l'actualité. Est-ce que c'est un sujet sur lequel Force Vie peut agir, et quelle est votre position vis-à-vis de la résistance qui s'est tout de même exprimée à ce rapport? Pour l'instant, ceux qui peuvent agir sont les députés du Parlement européen, qu'on essaye de solliciter beaucoup, avec beaucoup d'interventions, pour qu'ils ne se laissent pas dicter l'agenda de leurs travaux par un groupe minoritaire qui est en train d'usurper les réelles missions du Parlement européen. Je veux dire par là que la résolution Estrela comportait plusieurs sujets qui tous sortent des compétences de l'Union européenne parce qu'elles relèvent, par décision des peuples européens, elles relèvent des initiatives de leur propre pays. L'organisation du mariage, l'organisation de l'éducation, la famille, la politique familiale, ce sont des sujets qui sont de compétences nationales et pas de compétences européennes. Or là, on voudrait un peu forcer le destin, avec d'ailleurs deux inquiétudes. La première, en effet, c'est une usurpation des institutions européennes par rapport à leur véritable mission. Et la deuxième, c'est de conforter les États, éventuellement, dans le fait que c'est à eux de mettre ces sujets sous contrainte. Or, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la liberté des personnes. En particulier, l'éducation, c'est la tâche première et principale des familles. Ce n'est pas la tâche de l'État. Et donc, il y a aussi un danger de voir l'Union européenne dire aux États, mais si, saisissez-vous de ce sujet parce que c'est le vôtre. Et donc, c'est quand même assez grave. Ce que Force Vie peut faire, c'est, en effet, dans le discours que nous allons tenir, montrer comme ces sujets-là méritent que tout le monde se préoccupe de savoir qui doit les régler. Alors, qui doit les régler, c'est une vaste question. On pourrait s'intéresser aux inspirateurs, aux penseurs, aux grandes idées qui dirigeraient votre vision pour régler ces problèmes. Est-ce que vous pourriez rapidement nous brosser le portrait des inspirateurs de cette liste, ou du moins des vôtres? Oui, le point de départ de la réflexion, c'est bien la vie et la famille qui l'accueillent. C'est la personne et sa famille qui facilitent son développement. De quoi ces gens ont besoin? C'est toute la question. Ils ont besoin d'un environnement favorable. D'ailleurs, la Constitution de 1948, en France, le disait très bien, l'État assure à la personne et à sa famille les moyens de leur développement. Qu'est-ce que c'est que le développement de la personne? C'est le développement de sa personnalité, de son caractère, vers davantage d'unité et avec un réseau relationnel. Nous avons tous envie de vivre en paix et de mener une vie dans laquelle nous développons nos talents, nos capacités en relation avec d'autres. Et on constate aujourd'hui qu'on a laissé s'instaurer un système dans lequel nous sommes un peu conduits à courir en permanence après l'accumulation de biens matériels, ce qui n'a pas rendu l'homme heureux. Et donc notre inspiration, évidemment, c'est un sens chrétien de l'histoire et de nos propres vies. Vers quoi allons-nous? Quel est le sens de nos vies? Et nous voulons des organisations qui respectent ce sens de la vie de chacun, de son développement vers son plein épanouissement. Ça, c'est le fil directeur. Et ça va nous faire dire, sur tous les sujets auxquels nous sommes confrontés, des choses qui partiront de cette nécessité-là. Et en particulier, sur la question que vous posez, il est absolument capital de comprendre que l'éducation est vraiment l'apanage de la famille. C'est l'éducation de chacun de ses membres qui justifie le fait familial, son intérêt pour chacun de nous et sa capacité à développer les talents, les personnes. Nous ne sommes pas des individus juxtaposés, tous identiques. Chacun le sait. Je suis très étonné, moi, de voir qu'on ne tire pas les conséquences éthiques et personnelles d'une découverte scientifique formidable qui est l'ADN. Nous sommes chacun de nous porteurs d'un ADN unique. Est-ce qu'on se rend compte ce que ça veut dire?
de nous est unique dans son ADN. Et qui plus est, dans cet ADN, on retrouve les traces de l'ADN de nos parents. Cette révélation scientifique, elle est utilisée uniquement pour la police judiciaire. Elle n'est pas utilisée pour une réflexion philosophique sur le fait qu'en effet, chacun de nous, comme personne, dès le départ, est radicalement unique. Et il est naturellement de plus en plus, puisque chacun développe son caractère, sa personnalité, ses forces, ses compétences, par un réseau relationnel qui est différent chez chacun de nous. Et bien, c'est ce respect formidable de ce qu'est la vie qui dicte notre réflexion, et non pas la volonté simplement de donner à tout le monde la même chose, au seul motif que nous sommes des individus tous pareils. Nous avons tous des besoins différents dont nous prenons conscience progressivement. Mais nous avons d'abord et surtout besoin de relations, de nous aider les uns les autres, de vivre vraiment sur tous les sujets comme on vit dans la famille. D'ailleurs, c'est pas rien si tous les jeunes aujourd'hui, particulièrement en France, mais c'est vrai aussi dans tous les autres pays, disent que leur première aspiration, c'est de réussir leur vie de famille. Ils disent ça au moment où, au contraire, on tient un discours assez négatif sur ce sujet, en disant ben oui, bon, ça c'était une belle idée du passé, mais ça ne marche plus, ça se heurte à un tas de... Malgré ça, ça reste au fond de la conscience et du cœur de chacun comme une aspiration profonde. Et ben c'est ça qui doit dicter la façon dont nous organisons la vie en commun. L'Europe doit être une famille des nations. Et on doit avoir, d'une nation vis-à-vis de l'autre, un comportement fraternel comme dans la famille. La raison d'aider la Grèce, par exemple, aujourd'hui, qui est dans une difficulté économique énorme, ce n'est pas le principe d'aider la Grèce pour le plaisir de l'Union européenne, c'est parce qu'il y a des Grecs qui vivent en Grèce. Et qu'ils ont besoin de notre aide, de notre coopération, de notre solidarité. Nous sommes sur cette même planète. Alors, cette coopération, cette solidarité, elle est parfois, semble-t-il, absente de l'Union européenne, et la vie y est mise en danger par des décisions économiques qui ont souvent été considérées comme étant hostiles aux familles, et notamment aux familles les plus pauvres. Nombre de critiques se sont adressées notamment à la politique monétaire issue de la Banque centrale européenne, ou aux décisions de contraintes budgétaires émises par, cette fois-ci, la Commission. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que sans tomber dans les élucubrations du passé sur la direction, le dirigisme économique, la pensée proche de la vie qui est la vôtre peut réorienter l'économie en Europe et inspirer de nouvelles réformes et des façons nouvelles de penser les règlements de la conjoncture économique? Oui, je crois que oui, bien sûr. Justement sur ce thème de la solidarité. Moi, il me semble que les différents pays de l'Union européenne aujourd'hui sont confrontés à deux problèmes graves, communs, qu'ils rencontrent tous. Un problème démographique, très sérieux, très préoccupant, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais notamment par l'exploitation d'un sondage qui a été fait à l'échelle de l'Europe, et qui montre qu'en moyenne, les gens ont un enfant de moins que ce qu'ils voudraient. Et chose étonnante, il suffirait de cet enfant-là pour que tous les équilibres démographiques soient... Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait? Et puis le deuxième problème vaste et qui concerne tout le monde, c'est un peu la faillite de l'ensemble des systèmes éducatifs. Sur ces deux sujets, tant qu'on considérera que la famille est un problème, au lieu de comprendre que la famille est la solution de ces deux très vastes problèmes, eh bien on prendra de mauvais chemins. Alors, vous parlez de la crise économique, financière, monétaire. Moi, je crois qu'on a commis un certain nombre d'erreurs. D'abord, évidemment, par un emballement des budgets qui tiennent au fait que les États ont cru qu'ils étaient responsables de tout. Donc, on a concentré le maximum de moyens dans des organisations étatiques qui ne peuvent pas tout régler, à l'évidence. Et puis, on s'est endetté. Et parce qu'on a cru que demain irait mieux, et puis par là-dessus, on a créé l'euro, je crois, de façon un peu précipitée. L'euro, naturellement, a des avantages, mais à titre symbolique, on a voulu en faire quelque chose qui ferait marcher tout le reste, mais de fait, l'euro empêche
la vérité des économies, empêche les dévaluations qui permettent d'ajuster les économies. Comme ces économies ne sont pas ajustées, alors on fait au contraire une dévaluation par les salaires. Et donc on est en train d'appauvrir les plus faibles. Donc vraiment, il y a des erreurs graves qui ont été faites, précisément parce que on a voulu aller trop vite sur le plan des symboles et ne pas respecter la marche lente des nations qui doivent s'adapter à ces réalités nouvelles et les vouloir. On a tenté de faire des choses par la contrainte bureaucratique, en croyant bien faire, la question n'est pas là. Maintenant qu'on le regarde avec recul, on voit bien que si on fait ça sans mettre en jeu toutes les forces vives des pays, à commencer par les familles, eh bien ça ne marche pas. Dans l'actualité européenne se pose aussi la question de l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine dans le jeu des grandes puissances émergentes. Et on a senti l'Union européenne assez divisée dans le règlement des troubles internationaux récents, que ce soit pour la Libye, la Syrie ensuite et aujourd'hui la Centrafrique. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait axer un nouvel enjeu, une nouvelle vision des relations géopolitiques en Europe autour de cette défense de la vie et des principes qui ont fait finalement l'Europe en tant que civilisation? Alors, je crois bien sûr, là aussi, comme sur tous les autres sujets, que la vie doit être peut-être un principe directeur, mais je crois surtout qu'il faut une véritable volonté des nations européennes d'avoir une politique étrangère commune. Et un regard sur la coopération avec les autres grands blocs du monde qui nous soit commun. C'est probablement pas très facile, mais c'est vraiment ce sujet sur lequel, alors, les représentants des nations au Parlement européen, dans toutes les institutions européennes, doivent prendre le pas sur des postures particulières et historiques. Naturellement, on n'empêchera pas des coopérations existantes et utiles, dès lors qu'elles sont fécondes, que chaque pays dans son histoire a pu nourrir avec d'autres, mais il nous faut un véritable regard sur le positionnement de cet ensemble qu'est l'Europe par rapport aux autres grands blocs de l'histoire, développés ou en cours de développement, avec lesquels nous devons avoir des relations et sur lesquels nous pouvons avoir de l'influence, précisément si nous portons des valeurs respectables qui produisent des fruits utiles à tous. Et enfin, dernière question sur l'actualité européenne. Quand on visite Bruxelles, on voit un certain nombre de coteries, d'officines, ou en mauvais français de lobbies, qui agissent et qui sont à Bruxelles pour peser sur les institutions et sur les forces de décision. Finalement, c'est la victoire des intérêts particuliers sur l'intérêt général qui semble prévaloir à la défense de la vie qu'est votre discours. Comment est-ce que vous pourriez vous positionner par rapport à ça? Est-ce que vous pensez à l'inverse que les lobbies font partie de la démocratie aujourd'hui? Oui, alors je crois surtout qu'il faut une autre acception du terme lobby. Nous sommes un peu trop habitués à une exception négative en France du lobby, qui sont en effet des groupes de pression pour des intérêts particuliers. Je crois qu'il faut comprendre ce lobbying au sens anglais ou américain, c'est-à-dire comme des gens qui, avec une compétence, avec un réseau, avec des connexions, sont capables de faire comprendre à ceux qui doivent prendre des décisions, des points de vue, leur apporter des éclairages, des compétences, des expertises sur des sujets sur lesquels ils ne peuvent pas être totalement experts. D'abord, il y a 800 députés au Parlement européen, c'est beaucoup. Il y a énormément de sujets qui sont débattus. D'ailleurs, c'est très impressionnant, une séance au Parlement européen, les votes se précipitent à toute allure, les gens ont droit à 1 minute 32 pour parler, il n'est pas question que ce soit une seconde de plus. Donc, beaucoup de choses vont très vite. On ne peut pas demander à un parlementaire européen d'être d'entrée de jeu suffisamment compétent sur tous les sujets qui vont être traités pour prendre les bonnes décisions. Donc, il est très utile qu'il y ait des lobbies, encore une fois au sens anglo-américain du terme et non pas au sens français, pour apporter cette expertise, cette réflexion nécessaire pour nourrir la leur aussi rapidement que c'est possible avant qu'ils ne se fassent une idée sur la bonne décision à prendre. Antoine Renard, merci et à très bientôt pour la dernière partie de notre entretien qui concernera des questions d'actualité riches en ce moment.